Aujourd'hui, tous ces capteurs qui sont corrigés, et comme vous venez le voir, avec tout le travail qui est fait de la construction jusqu'au traitement de la donnée, on en arrive, comme l'a présenté Edwige tout à l'heure, à l'exploitation et la partie finalement usage. Effectivement, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler justement des usages qu'on en fait, parce que c'est vrai que finalement on investit quand même énormément justement sur le traitement de cette donnée et vraiment avoir une donnée qui soit de qualité. Et derrière, on voulait vous présenter également quels sont les multiples usages qu'on peut avoir justement grâce à ces capteurs, et après on aura également d'autres témoignages. Quand on regarde finalement les différents usages qu'on avait, alors au début quand j'ai préparé cette présentation, je me suis dit je vais mettre des étiquettes pour dire finalement de quelle manière ça participe à notre dispositif de surveillance. Est-ce que ça participe à l'observatoire? Est-ce que ça participe au suivi de la performance des actions, donc l'engagement des acteurs? Est-ce que ça participe à la recherche? Finalement, vous allez le voir au fur et à mesure des différentes illustrations que je vais vous proposer. En fait, ça participe à tout. Et finalement, pour un sujet, ça va à la fois participer à vraiment renforcer notre observatoire, notre connaissance qu'on a du territoire, mais également ça va nous permettre de pouvoir suivre l'efficacité d'action dans des environnements justement où il y a la nécessité d'agir. On l'utilise également dans des projets de recherche et d'innovation. Et vraiment, c'est devenu un élément essentiel de notre surveillance et on l'utilise dans un très grand nombre de projets. Alors, une des premières illustrations que je voulais vous proposer, une des premières illustrations, c'est un phénomène qu'on a observé donc la semaine dernière. On était d'astreinte avec Mathieu. Et au matin, on a commencé à avoir des niveaux de particules fines qui augmentaient sur la station de Briançon. On avait des niveaux qui dépassaient 90 microgrammes par mètre cube. On a une station de référence dans cet environnement. Et la seconde station de référence la plus près qu'on avait, c'était la station qu'on avait à Gap. Et là, on était autour de 20 microgrammes par mètre cube au niveau de cette seconde station. Le premier réflexe qu'on a eu, c'est de dire finalement, on doit avoir un événement singulier dans ce territoire. Et peut-être, on a vraiment une source à proximité qui va influencer la mesure que l'on a. Et donc, moi, mon premier réflexe a été de dire à Mathieu, non, on n'a pas un événement de grande ampleur, en tout cas, on n'a pas un phénomène de pollution globale sur ce territoire. Et donc, on s'est orienté pour regarder quelles étaient les mesures qu'on avait avec d'autres capteurs, donc ces capteurs qu'on avait également déployés dans les vallées qui étaient environnantes. Et là, on a remarqué que, du coup, c'est vraiment l'illustration qu'on a sur la droite. On avait différents capteurs, on avait 6 ou 7, qui, eux, présentaient des niveaux de particules également assez importants. Et donc là, ça confirmait finalement qu'on n'était pas sur un événement isolé sur la station de Briançon et le cœur de ville de Briançon, mais qu'on avait bien un phénomène qui allait concerner la moitié du département et toute la partie nord-est de ce département. Et donc, associé, on a donc continué les recherches et on a vu qu'on avait justement des incendies du Canada qui transportaient des fumées sur notre territoire. Et donc, on avait des retombées locales associées à ça. Et donc, on a pu diffuser une information, et notamment donc placer ce département en information-recommandation, donc pour dépassement des seuils préfectoraux, et donc diffuser une information, notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, pour qu'elles puissent justement, qu'on puisse leur partager des recommandations, pour qu'elles puissent se prémunir de cet épisode de pollution. Donc, on voit que ça nous permet de pouvoir mettre en évidence des phénomènes singuliers et de pouvoir définir quels vont être les périmètres influencés par ces événements et quels sont les territoires qui peuvent être concernés. Une deuxième illustration de l'utilisation de ces capteurs, là c'est un projet qu'on a eu au centre-ville de Marseille, où on avait un partage d'informations, notamment de riverains qui se plaignaient donc dans une rue où il y avait des restaurants qui utilisent notamment du bois pour faire des grillades. Il y avait des plaintes justement sur des niveaux de fumée qui étaient importants. Et donc on a pu positionner des capteurs dans cet environnement pour venir objectiver quelle était la situation et quantifier quelles étaient les concentrations qu'on pouvait observer. Parce que finalement, on avait donc une perception qui était donnée, mais c'est vrai que tant qu'on est sur la perception, on n'arrive pas à quantifier et dire est-ce que finalement, est-ce qu'on est beaucoup, est-ce qu'on est au-dessus de la référence, quel est vraiment le niveau de pollution qui est associé. Donc on a installé des capteurs dans cette rue. Donc c'est l'illustration qu'on peut avoir sur la gauche. C'est des résultats qu'on a présentés le trimestre dernier lors du forum justement dédié au projet capteurs citoyens. Et on a pu constater que sur les 153 jours de mesures qu'on avait fait, on dépassait 75% du temps la valeur réglementaire de référence, donc qui correspond à là aujourd'hui. Donc les 75% correspondent à 115 jours. Et ce que nous demande la réglementation, c'est de ne pas la dépasser 35 fois par jour. Donc là, on voit bien qu'en termes d'intensité, les capteurs nous ont permis de pouvoir quantifier le niveau de pollution qu'on avait dans cet environnement. On avait placé différents capteurs qui nous ont permis, là aussi, de pouvoir voir quelle était l'étendue
de cette pollution et de voir si cette pollution concernait finalement simplement un bâtiment, une rue, un quartier ou l'ensemble d'un arrondissement. Et également, un point important de l'utilisation de ces capteurs, c'est que dans ces environnements, c'est très compliqué de pouvoir venir avec une station de référence. Nos stations de référence sont des cabines qui sont lourdes, qui prennent l'ensemble d'un trottoir. On voit la configuration de la rue dans laquelle on est. Voilà, si on mettait une station de référence, on bloque la moitié de la rue avec notre station. Les microcapteurs ont cette agilité aussi de pouvoir venir explorer des environnements qui sont peu accessibles. Un troisième illustration de ce que nous permet justement ces capteurs, là on est plutôt sur le suivi de la performance des actions. Et là c'est un sujet donc, qui vous est cher pour certaines personnes dans la salle, le suivi de la performance des actions autour du port. Le GPMM met en place des actions d'électrification de ces équipements, des quais, pour pouvoir justement stopper les émissions des navires lorsqu'ils sont à quai. Et on a besoin de suivre finalement la performance de cette action. Est-ce que grâce à la mise en place de cette électrification, est-ce qu'on réduit bien les niveaux de pollution? Est-ce qu'on a des panaches qui sont atténués? Et donc pour cela, on a déployé en collaboration avec le GPMM des microcapteurs sur la périphérie du port. Donc on voit une illustration. Alors on a 13 capteurs qui doivent être installés. Là sur la carte, on en a pas encore 13, on en a une dizaine qui sont installés. D'ici la fin du mois, l'ensemble des capteurs seront installés. Mais on voit que grâce à cette solution, on va pouvoir multiplier le nombre de points de mesure qu'on a autour d'un site. Et cela vient en complément des autres moyens que l'on a à notre disposition et de notre dispositif de surveillance. Donc ça vient en complément des stations de référence. On a également des stations de référence dans cet environnement. On voit bien que vu l'étendue et la superficie du port, on n'est pas en capacité de pouvoir mettre des stations de référence en proximité des différents bassins. Donc on a quelques stations de référence qui vont nous permettre de consolider la mesure et de pouvoir notamment mettre en œuvre les corrections que Morgan nous a présentées. Et ensuite on a des capteurs qui viennent justement densifier notre réseau d'observation pour s'assurer justement qu'on a une bonne représentation et une bonne observation de l'évolution des concentrations. Alors, ces microcapteurs, ils nous servent également en termes d'innovation et de recherche. Là, je vous mets une illustration. C'est un projet de recherche qu'on avait eu, un projet Interreg Maritimo, dans lequel on a travaillé sur la simulation des panaches des navires. Et donc, on a travaillé sur de la haute résolution, d'être en capacité de pouvoir justement modéliser très finement les contributions des panaches des navires. Et on sait que ces panaches, ils sont très fins. Ils vont impacter, ils vont avoir une largeur de quelques dizaines à centaines de mètres. Et ils vont impacter nos sites de mesure sur des périodes assez courtes, de l'ordre de quelques minutes, voire 10 minutes. Et on sait que également, en fonction de la hauteur des navires qui sont concernés, ces panaches, ils ne vont pas intersecter directement le sol, mais ils peuvent intersecter des bâtiments au niveau notamment de la hauteur des cheminées, entre 30 et 50 mètres. Et donc, on réalisait des simulations, on avait besoin quand même de confirmer les simulations qu'on faisait au moyen de mesures. Et donc, là, on est sur la rade de Toulon. Donc les couleurs que vous voyez, ce sont donc les simulations qu'on a réalisées, hein, le panache des navires. Et les points qui sont représentés ici sont des capteurs que l'on avait positionnés autour de la rade de Toulon. Et on avait également positionné quelques points sur les balcons des riverains, donc pour pouvoir également avoir de la mesure en altitude et s'assurer que les modélisations qu'on faisait, donc la représentation que l'on donnait de cette pollution était conforme, et donc de s'assurer de la qualité de ce qu'on produisait. Et donc ces microcapteurs nous ont permis justement de descendre en résolution, à la fois temporelle, hein, en ayant de la donnée qui soit vraiment très fine, mais également de pouvoir atteindre des environnements qu'on n'était pas en capacité d'atteindre avec nos moyens de référence. Et bien évidemment, là aussi, dans cet environnement, on avait un site au centre de la rade qui était couplé entre un microcapteur et une station de référence, là aussi, pour s'assurer de la qualité des observations avec nos microcapteurs, et également pour pouvoir appliquer des corrections. Toujours sur la partie innovation, là on est plutôt dans la perspective. Là, on a déposé plusieurs projets sur lesquels on travaille pour justement exploiter la mesure des capteurs. On a déposé un projet, alors là il a été accepté, on a initié ce projet-là en début d'année, qui est le projet Aircraft, dans lequel on souhaite pouvoir développer une nouvelle approche pour la surveillance de la qualité de l'air, en couplant des données spatiales, donc utiliser vraiment toute la puissance des satellites qui observent la surface terrestre. Donc, ces satellites, ils ont effectivement une couverture qui peut être très bonne. Par contre, effectivement, en termes de résolution,
on est sur des résolutions qui sont de l'ordre du kilomètre. Et donc, on ne peut pas atteindre certaines sources et certaines résolutions qui peuvent être fines. Et également, on peut avoir certaines complexités dans la mesure lorsqu'on a des couvertures nuageuses. Et donc, on a déployé un projet qui vient coupler justement cette approche spatiale avec une observation au sol qui peut être menée justement grâce aux microcapteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir justement déployer, une fois qu'on aura paramétré correctement ces dispositifs de surveillance, de pouvoir les déployer dans des environnements et dans des territoires sur lesquels la surveillance n'est pas aussi développée que chez nous, dans lesquels on n'a pas forcément des moyens, notamment d'investissement et de fonctionnement, pour maintenir des moyens lourds comme on est en capacité de maintenir chez nous aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment une nouvelle approche pour pouvoir justement disposer d'un réseau et d'un observatoire sur des territoires qui sont orphelins aujourd'hui de mesures. Un second élément aussi sur lequel on est en train de travailler, c'est ce qu'on appelle la rétromodélisation, pour pouvoir là travailler sur la contribution des sources et pouvoir mieux calculer quels vont être les émetteurs et en quelle quantité ils vont émettre. Notamment, on a une grande question aujourd'hui qui se pose sur le chauffage au bois et la contribution du chauffage au bois dans les concentrations de particules. Lorsqu'on réalise nos inventaires, on a effectivement à notre disposition des parcs d'utilisation, on a des données de vente de bois, mais on sait que dans les bases officielles, il nous en manque une grande partie. Une partie des personnes qui se chauffent au bois passent par des réseaux informels qui ne sont pas, et donc ces quantités qui sont brûlées ne sont pas disponibles aujourd'hui dans les bases de données officielles. Et donc on a une sous-estimation, on pense qu'on a une sous-estimation aujourd'hui dans nos inventaires. L'idée derrière les projets de rétromodélisation, c'est d'utiliser la mesure en disant à partir de la mesure que j'ai, quelles doivent être les quantités que j'ai émises pour pouvoir justement avoir l'observation que j'ai sur mes capteurs. Et donc, lorsqu'on parle du chauffage au bois, on voit bien que là, on est dans un sujet qui n'est pas simple, comme quand on a une usine en plein désert, sur laquelle on avait développé les premières méthodes de rétromodélisation. On a une usine en plein désert, on fait une mesure sous les vents, on arrive très facilement à pouvoir réestimer quel est le terme source. Là, quand on parle du chauffage au bois, on a des sources qui sont très dispersées. On a un très grand nombre de sources qui vont avoir des intensités qui vont être différentes, des temporalités qui vont être différentes. Et donc, on a besoin, là aussi, d'avoir une densité de mesure qui va être plus importante. Et c'est vraiment ce qu'on va tester dans le cadre de projets que l'on a soumis et dont on est en attente de réponse pour pouvoir utiliser justement des réseaux de microcapteurs dans des environnements urbains et périurbains pour pouvoir mieux caractériser notamment la source du chauffage au bois. Donc on voit que cette solution, elle peut nous permettre d'aller travailler sur justement des projets d'innovation. Et enfin, dans les illustrations, je voulais finir par, parce que je vous ai présenté pas mal d'illustrations là qui étaient sur la qualité de l'air extérieur, dans l'air ambiant, mais on a également donc, ces capteurs qui nous permettent d'avoir un continuum et de représenter un continuum de l'air et de pouvoir travailler également dans les environnements intérieurs. On a eu des projets, donc là, l'illustration que je vous mets sur la gauche, c'est un projet qu'on avait avec les médecins libéraux de la région, auxquels on a proposé justement ces capteurs de mesure en air intérieur qu'ils ont positionnés à la fois dans leur salle d'attente et également dans leur cabinet de consultation. Et ils se sont rendus compte, justement, par cette mesure aussi, notamment du CO2, qu'on avait une faiblesse sur le renouvellement d'air dans les cabinets et dans les salles d'attente. Et c'est vrai que lorsque, généralement, on va quand même consulter son médecin, c'est qu'on a une chance d'avoir une charge virale qui peut être importante. Et donc, le confinement augmente le partage de cette charge virale. Donc là aussi, c'est important de pouvoir aussi apporter cette information. Et là, on est en train justement, avec ces nouveaux moyens, de pouvoir tendre vers une mesure de l'exposition individuelle et d'avoir un continuum entre ce que l'on respire en air extérieur et également ce que l'on va respirer en air intérieur. C'est vrai qu'on passe quand même la plupart de notre temps justement en air intérieur. Et donc, c'est important de pouvoir avoir ce continuum qui nous permet d'aller vers ce que je mettais dans le titre, un outil qui va être au service d'une seule santé et vraiment de ne pas se dire je me concentre que sur l'air intérieur ou que sur l'air extérieur, mais vraiment de prendre en compte l'ensemble de nos expositions grâce à ces outils. Et une petite illustration également pour montrer que ces outils justement de mesure en air intérieur, on a beaucoup de projets, notamment en lien avec les scolaires et en partenariat avec la Fédération L'air et moi, dans lesquels on intervient notamment dans les écoles pour pouvoir justement sensibiliser les plus jeunes et pouvoir également avoir des moyens de mesure dans les classes pour inciter justement à l'aération
également pouvoir avoir des couples de mesure intérieur extérieur et vraiment se poser la question aussi quand on va ouvrir les fenêtres, quelle va être la qualité de l'air que l'on a à l'extérieur et de pouvoir agir grâce à ces mesures-là. Donc voilà pour les illustrations. Et pour finir simplement cette présentation, je voulais vous montrer la nouvelle plateforme justement, alors la mise à jour de la plateforme OpenAirMap dont on a parlé déjà ce matin. Elle a été mise à jour donc, dans une version V2, elle a été mise en production hier. Les grands changements de cette plateforme, l'idée reste la même, hein, c'est de pouvoir vraiment partager en temps réel toutes les données que l'on a sur le territoire et que ce soit vraiment la plateforme qui va représenter la dynamique du territoire et ce qui est en train de se passer. En termes de principaux changements par rapport à la version que l'on avait avant, le principal changement, c'est que la première version concernait uniquement les particules. Aujourd'hui, cette plateforme, elle permet d'avoir accès à d'autres polluants et notamment d'être multipolluants et de ne pas se consacrer uniquement aux particules fines. Vous voyez sur le haut de l'interface, vous avez un petit bouton ici, donc PM2.5. Par défaut, lorsqu'on arrive sur la plateforme, on est sur les particules fines. Et là, vous pouvez aller choisir d'autres polluants, et notamment donc, le NO2, parce qu'on a justement travaillé sur l'implémentation de nouvelles sondes dans nos capteurs qui peuvent mesurer justement le NO2 et là, aller concerner des problématiques qui sont plutôt associées à de la combustion et notamment aux questions de transport. En termes d'évolution, on a une évolution de l'ergonomie. Vous voyez, hein, par rapport à l'interface, il y a eu quelques petites évolutions. Une des évolutions qu'on a à l'œil, c'est la petite coche que l'on a au-dessus de certaines stations. Cette petite coche, elle veut dire que ces capteurs sont corrigés. C'est des capteurs qui ont été qualifiés par nos équipes et qui sont corrigés. Et donc, ça veut dire que l'on a une donnée qui correspond aux différents critères que l'on a vus justement ce matin. Dans les autres évolutions également que l'on peut voir sur cette interface, en termes de partage de données, on a également associé les signalements que vous pouvez remonter au travers de l'application Signalaire. Donc là aussi, c'est vraiment pour pouvoir mettre en évidence les phénomènes qui sont en cours sur le territoire et donc de pouvoir bénéficier finalement de cette observation citoyenne, hein, qui est aussi finalement une mesure que l'on a sur le territoire, et donc de pouvoir afficher ici à la fois les signalements, à la fois les mesures justement de capteurs, et donc de pouvoir mieux interpréter si on est sur un phénomène et une émergence qui est en cours. Donc tu regardes l'heure, je pense que j'ai dépassé le quota. C'est vrai que cette interface, il faudra aussi qu'on travaille avec vous. N'hésitez pas à nous faire remonter les besoins d'usage que vous avez par rapport à cette interface. Elle est en constante évolution. Là, c'est une V2 parce qu'on a eu vraiment une grosse mise à jour qui a été faite dans le fond de cette interface, mais elle va continuer à évoluer. Et on pourra penser aussi à avoir des sessions aussi de partage, type webinaire ou des groupes de travail pour justement aussi pouvoir vous partager la manière d'utiliser cette plateforme pour que vous puissiez être tout à fait autonome dans son utilisation et vraiment qu'on vous montre tout son fonctionnement pour que ce soit avec une utilisation optimale. Merci Damien. Alors c'est bien hein, qu'on vous montre tous les usages qu'on peut avoir, qu'on a synthétisés au travers de la présentation de Damien, mais c'est quand même mieux quand c'est vous qui expliquez ce que vous en faites et comment vous l'utilisez et qui racontez finalement à l'ensemble des participants aujourd'hui à cette réunion de ce que vous faites avec ces capteurs. Donc là, on a quelques témoignages. Donc je vais commencer par Richard Ardouin, qui va nous raconter finalement comment toi, et si tu peux te lever et te présenter, tu utilises ces capteurs avec tes membres, avec les citoyens de la région. Oui, Richard Ardouin, donc président de France Nature en Bouches-du-Rhône et président du collectif Intelligence Environnement. Alors, nos capteurs servent essentiellement à caractériser une pollution existante, voire un point zéro. Donc, si tu zoomes par exemple sur le quartier de la Madrague de Montredon, la Saména, tu verras qu'il y a 3 capteurs qui sont mis là en point zéro en vue des travaux qui vont être engagés sur la route des Goudes. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que on ne déploie pas des capteurs à la demande des citoyens, mais à la demande de citoyens qui souhaitent participer, comprendre, contribuer. Donc à partir de là, on peut faire, c'est ce que l'on fait là. Donc là, il y a la droite, donc il y a la calanque de Saména qui va être engagée sur des travaux. Et donc c'est déjà un point zéro qui sera exercé par Atmosud via FN13. Voilà. Donc
le deuxième aspect aussi qu'on recherche dans l'usage, la mise à disposition de ces capteurs de nos associations, voire de nos membres individuels, c'est qu'ils contribuent à la recherche et au développement. Donc, nous sommes quand même donc fondateurs de la démarche capteur citoyen, le cas d'environnement depuis l'origine. Donc, et nous continuons à accompagner et surtout à permettre d'avoir, je pense, une qualité qui est essentielle, et c'est un mot du directeur général que je retiens toujours, d'être agile, hein, agile devant les problèmes, hein, pour trouver les solutions et réactif. Alors évidemment, là, nous avons quand même une grosse difficulté on est parti d'une phase expérimentation sous Aircarto, ce qui demandait un nombre limité de capteurs, à une phase vraiment généralisation où il y a un grand nombre de capteurs, et on a eu un petit coup d'arrière, mais là, disons, c'était obligé puisqu'il y a un grand nombre de capteurs. Donc là, ça va être remis en route. C'est pour ça qu'il y a eu l'intervention de Madame Lazergue, mais c'est lié justement au fait qu'on change d'échelle et qu'on sort de l'expérimentation et on passe véritablement par l'application, mais on conserve l'aspect recherche et développement. Voilà, donc il faut considérer que tous les citoyens qui participent, qui sont membres FNO13 ou membres du CAN Environnement ou membres des associations qui sont donc affiliés quelque part à Atmosud, puisque FNO13 et le CAN sont membres d'Atmosud, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, contribuent à optimiser et ça tombe bien parce que maintenant on se rend bien compte que la modélisation a besoin d'être renforcée par des mesures citoyennes pour lesquelles il faut rechercher à les répartir assez judicieusement. Voilà, je ne m'étendrai pas plus. Merci beaucoup Richard. On voit bien voilà, l'impact et l'intérêt des citoyens déjà dans cette démarche et leur participation. Alors tu parlais de la modélisation, mais ça nous permet, comme tu le disais, de faire remonter de l'information de terrain qui derrière va servir à Atmosud pour aller investiguer plus avant si nécessaire. Alors j'ai une autre intervention, un autre témoignage sur la vallée de la Roya, où on a utilisé aussi ces capteurs avec des citoyens, mais pas que, dans les écoles. Et c'est Jean-Marc qui va nous raconter ça. Je te laisse te lever, te présenter aussi, s'il te plaît. Bonjour, donc Jean-Marc Terpereau de l'association Remontons la Roya. Effectivement, je vais raconter quelque chose parce que ça se raconte comme une histoire. C'est la vallée de la Roya, donc c'est au-dessus de Vintimille, c'est un territoire franco-italien qui part du niveau de la mer, de 0 mètre, et qui monte à presque 3000 mètres. Une forme de couloir pour l'air. Mais dans ce couloir pour l'air, donc effectivement, l'air il est français, il est italien. Donc ça, c'est une des caractéristiques du projet. Autre caractéristique du projet, quand on avait discuté il y a un peu plus d'1 an avec Laetitia, c'est le côté pédagogique. Le volet pédagogique, c'est un volet essentiel. Comment est-ce qu'on peut se servir de ces capteurs dans un contexte pédagogique? Très essentiel. Troisième aspect, c'est le volet santé publique. Et quatrième, c'est le volet citoyen. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces 4 volets, le volet pédagogique. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler d'ailleurs, parce que je ne suis ni formé à la qualité de l'air, ni formé à la pédagogie. Voilà. Ça démarrait mal. Et ce projet il a démarré surtout par un grand moment de solitude, c'est à savoir comment est-ce que je vais m'y prendre pour arriver à me servir et à ce que ces capteurs ne restent pas stockés sur une étagère dans une école, mais servent véritablement à de la pédagogie. C'est quand même une bonne question, je trouve. Donc pour moi, c'est une forme de retour d'expérience partielle au bout d'1 an que je vais vous délivrer. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça me paraît important. Pour moi, il y a 3 facteurs clés. Le premier, c'est la confiance. La confiance que tu nous as accordée avec 9 capteurs, 5 modulaires et 4 nébulaires. Ça a permis d'avoir un effet sur le territoire. L'effet sur le territoire, c'est on n'équipe pas toutes les classes d'école, mais on équipe toutes les écoles françaises de la vallée de la Roya. Donc ça, c'est essentiel. Le deuxième, c'est la crédibilité. La crédibilité, c'est un professeur des écoles parmi les professeurs des écoles. Ça donne de la légitimité à l'action. Donc là, je me suis appuyé sur Virgile Gann, qui aurait dû être là aujourd'hui pour vous en parler, qui est un professeur du réseau d'aide scolaire des enfants en difficulté, et qui, à ce titre-là, connaît beaucoup des enfants, et en tout cas, tous les professeurs des écoles, et qui passent d'une école à l'autre.
Et c'est grâce à lui, ça a été, il fait partie de l'association Remontons la Roya, et c'est grâce à lui qu'on a pu faire, ça date du mois de, ça a démarré physiquement dans les groupes scolaires au mois de mai-juin de l'année dernière, donc c'est comme assez récent, par un questionnement qui était au-delà de la mise en place de l'objet physique. On vit assez rapidement, on est sorti de l'objet pour arriver à quoi ça sert. Pour vous, deux questions qui au fond n'attendaient pas de bonne réponse. C'est pour vous l'air, c'est quoi? Et un air de qualité, c'est quoi? C'était juste une forme d'état de l'art. Voilà. Et j'ai été surpris par la pertinence des réponses des enfants. Même si je n'ai pas d'avis autorisé là-dessus, on entend bien. Le troisième facteur clé, parce qu'il y en avait donc 3, c'est la formation des enseignants. Il faut que les enseignants se trouvent suffisamment à l'aise pour aller porter le sujet de la pédagogie associée. Et donc là, on a pu bénéficier d'une action de formation. Donc il y a eu 19 enseignants de formés pour une demi-journée, donc 16 professeurs des écoles et 3 conseillers pédagogiques. Ça s'est déroulé au mois de novembre. Donc ça, c'est donc sur les trois volets, on comprend qu'il y en a 2 qui sont en responsabilité ou pour lesquels plutôt Atmosud a les leviers. C'est l'effet sur le territoire, l'impact et la formation. Et il y en a un qui est de la responsabilité ou du levier de l'association qui est partenaire. S'assurer que les capteurs ne vont pas rester sur une étagère et puis serviront à caler des dossiers. Donc, ça peut arriver. Évidemment, c'est le piège à éviter. Voilà. Donc ça, c'est sur les moyens mis à disposition. Après, sur comment on s'en sert, comment est-ce qu'on rentre dans de la pédagogie. Là, je n'avais pas d'idée préconçue. Et c'est heureusement que Virgile était là pour prendre le relais. Virgile Gann, donc le professeur des écoles. Donc là, j'ai fait un point avec lui hier, et donc je vous restitue le plus fidèlement possible, j'espère, ses propos. Donc déjà, les méthodes d'apprentissage, d'une façon générale, ont changé dans les groupes scolaires. S'il y a des enseignants parmi vous, et je pense qu'il y en a, vous me corrigerez si je me trompe, mais on n'est plus du tout l'époque où moi-même j'étais en école primaire et où les apprentissages étaient descendants. On part d'observation, on part de constats de terrain, et on discute avec les enfants. Et de ce point-là, on remonte à de l'apprentissage. C'est l'opportunité. Donc si je prends un exemple, je vais prendre 2 exemples parce qu'ils sont intéressants à l'échelle d'une vallée. Premier exemple, c'est les vents de sable, le sable de particules fines issues du Sahara. C'est une problématique qui est absolument régionale, qui n'est pas locale. Mais on peut en parler le matin, parce que toutes les voitures sont oranges, et qu'est-ce qui se passe? Deuxième point d'accroche, c'est un feu de la Saint-Jean. Un feu de la Saint-Jean, sur le village de la Brigue l'année dernière, il y a un capteur qui est parti en flèche, très précisément au moment où le feu a été déclenché, qui s'est arrêté juste après. Et ça ne s'est pas vu sur les autres sites. Et là, on a besoin de l'expertise d'Atmosud pour aller travailler. On a discuté de ça avec Mathieu à l'époque. Donc ça, c'est important parce que ça donne du grain à moudre. Voilà. Et vous allez me dire, et là-dedans, le capteur, il fait quoi? Le capteur, c'est justement le maillon intermédiaire qui manquait entre une observation de terrain et de l'apprentissage. Et on rentre au fond, une démarche apprenante, une démarche scientifique, sans le dire. Et ça, c'est formidable. Parce que aujourd'hui, la science est parfois un peu galvaudée. Et c'est l'occasion de revenir sur les fondamentaux. La science, ça sert à quelque chose et ça s'appuie sur des observations, ça s'appuie sur des mesures. Et donc, c'est ce en quoi je crois, et c'est ce qui a pu être mis en œuvre sur le terrain, et je trouve ça assez formidable. Donc, ça c'est le discours que m'a délivré Virgile hier. Et puis, derrière ça, au bout d'1 an, c'est bien, mais les perspectives, c'est quoi? Eh bien, les perspectives, ça commence lundi. Lundi, avec Maïté Rosier, que je salue au passage, avec qui on travaille côté Atmosud, on a eu une réunion
avec l'inspecteur de la circonscription à Vintimille dans le cadre d'un projet qui s'appelle un projet LEA, un projet de recherche côté enseignement. C'est lieu d'expérimentation et d'apprentissage. Et Virgile est le chef de ce projet qui démarre au mois de septembre pour une durée de 3 ans. Et on a inclus un volet spécifique sur la qualité de l'air, à l'appui de ce qu'on va pouvoir faire avec ces capteurs. Et ça va nous permettre de basculer sur le côté coopération franco-italien qu'on n'a pas pu mettre en place la première année, et qu'on va, pour le coup, mettre en place progressivement avec les écoles italiennes de la vallée de la Roya. Voilà. En quelques mots, ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour ce témoignage qui montre voilà, à quel point on peut travailler sur le territoire avec ces capteurs et on peut même élargir au-delà de notre région sur l'intérêt de la mesure avec les capteurs, avec les micro-capteurs. Alors, on a vu donc des associations, on a vu aussi le monde de l'éducation et aussi des citoyens. Et on a d'autres utilisations et d'autres témoignages. Donc là, ça va être plutôt en visioconférence, puisqu'on va avoir Serge Jauvert, élu de la CASA, Sofia Antipolis, communauté d'agglomération de Sofia Antipolis, qui va nous présenter, Serge, comment voilà, vous utilisez les capteurs aujourd'hui au sein de la CASA. Serge, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce qu'on peut... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, ça y est. Vas-y. Bonjour. Là, il faut que je baisse. Vas-y, on t'entend, tu peux parler. Bonjour à tous. Donc, je m'occupe, je suis conseiller communautaire à la CASA et aussi conseiller municipal à Villeneuve-Loubet. Donc, nous avons développé avec l'association aussi l'ADEB depuis maintenant 5 ans un capteur qui s'appelle, un projet qui s'appelle MICAS, où nous avons donc un microcapteur et on a associé à un microcapteur un pack. L'intérêt de ce projet, c'est que, je ne vais pas vous apprendre, mais la pollution de l'air est souvent qualifiée de tueur invisible. Donc, on ne sait pas réellement ce qui se passe et on respire pourtant l'air et on fait du sport, on ne devrait pas en faire. Grâce à MICAS et grâce au projet que maintenant on installe dans la région, on a associé un panneau d'affichage avec un capteur nébulaire et vous avez une information qui vous est retransmise par un smiley. Et cette information aujourd'hui, elle est disponible dans certains endroits. Donc félicitations à toute l'équipe qui a travaillé sur l'Open Airmag parce que c'est vraiment intéressant. Vous avez cette information que vous pouvez voir directement au bord de la route quand vous passez. C'est une information instantanée de la qualité de l'air. Donc c'est ça tout l'avantage du projet MICAS, la mesure indicative de la qualité de l'air pour la sensibilisation et la santé. Alors sur le département, sur le territoire de la CASA, nous avons sur Villeneuve-Loubet le premier prototype qui a été installé il y a maintenant 5 ans. C'est le premier MICAS. Le deuxième a été installé sur Antibes l'été dernier. On a en cours d'installation un troisième MICAS sur la région de Villeneuve-Loubet également, mais aussi c'est la CASA qui va l'installer. Et pour information, nous sommes en train aussi d'installer un quatrième MICAS sur une des communes du 06 qui devrait certainement être du côté de Comte. Voilà. Donc, le projet aujourd'hui est en train d'aboutir et beaucoup de communes, même Valbonne, en discussion lors de la semaine dernière, m'ont confirmé qu'ils étaient aussi intéressés de faire quelque chose. Donc, je crois que la population a pris conscience, et surtout les collectivités ont pris conscience de la gravité de la qualité de l'air aujourd'hui. Et en associant un panneau d'affichage avec le capteur, on arrive à quelque chose d'exceptionnel en termes d'information et de messages qu'on peut faire passer. Merci beaucoup pour ta présentation, parce qu'on voit à l'écran le MICAS que vous avez installé, le premier qui a été installé. On voit un capteur qui est au-dessus du panneau, le panneau qui dit air mauvais, préservons notre air. Et donc, voilà, comme tu l'expliquais, tu as été un des initiateurs de ce projet. Et maintenant, ça y est, il commence à se déployer sur le territoire. Et c'est un des usages aussi des microcapteurs, avoir de l'information très localisée sur un point, avec de l'information de communication immédiate pour les gens qui passent, ou alors pour les sites internet. Ça peut très bien marcher aussi, même si on est décalé du capteur.
Et alors donc maintenant on a vu cette intervention donc pour les citoyens, pour l'éducation, on vient de voir dans une collectivité l'usage que ça peut avoir aussi aujourd'hui. Et là on voulait montrer aussi un impact, un usage dans le cadre d'un acteur économique. Donc je vais laisser parler Marie-Odile Kiat de Jinko, qui va nous expliquer finalement en quoi ces capteurs, ces micro-capteurs, ces micro-stations installées dans des projets du type de celui qui qui est proposé pour l'instant dans le cadre de l'Eugrément peuvent être intéressants pour des travaux. Donc Marie-Odile, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Marie-Odile va nous présenter finalement rapidement ce projet qui est en cours et qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de discussions autour de l'Eugrément. Alors l'idée n'est pas de rentrer dans cette thématique-là, mais vraiment d'expliquer comment les micro-capteurs vont venir apporter de l'eau à notre moulin finalement dans des projets de ce type, où on va avoir finalement des travaux, où il y a des inquiétudes de citoyens sur le terrain et qui veulent avoir finalement de l'information complémentaire à ce qui va être mis en place pour s'assurer ou pour assurer que les niveaux de particules qu'ils vont respirer pendant ces travaux ne sont pas trop élevés, et si c'est le cas, peut-être mettre en place des mesures correctives. Marie-Odile, allez-y. Je n'ai pas entendu l'introduction qui vous a été faite, malheureusement. J'ai vu les plans. Déjà, moi, je suis Marie-Odile Kiat, je représente Jinko Advisor, qui intervient en tant qu'opérateur économique engagé dans des projets de reconversion de friches urbaines polluées. Pour le contexte, on a acquis une ancienne friche industrielle sur Martienne dans l'objectif de sa reconversion pour faire un développement de projets mixtes avec des commerces, des logements, y compris logements sociaux. Et le site, il est marqué par plus d'un siècle d'activité industrielle et présente des pollutions de sol qui nécessitent une réhabilitation. Par rapport aux enjeux sanitaires et aux attentes locales, les riverains ont exprimé une inquiétude par rapport au risque de poussière. Et dans ce cadre-là, on a engagé beaucoup d'études préalables. Donc, il y a eu notamment pour anticiper et maîtriser les risques de poussière, on a mené une modélisation en 3 dimensions. On a fait une maquette de tout le quartier pour simuler en fait les transferts de poussière à chaque phase de travaux qu'on avait prévus, intégrant l'aérologie locale et des mesures qui avaient déjà été faites par Atmosud. Donc ces simulations, elles ont permis de définir toutes les mesures de mitigation des poussières qu'on allait mettre en œuvre en phase chantier et pour garantir l'absence de risque sanitaire pour les riverains. À partir de ce moment-là, on a choisi d'avoir un partenariat avec Atmosud. On a missionné Atmosud pour caractériser l'état initial de l'empoussièrement avec un état 0 avant travaux et concevoir un programme de surveillance pendant les travaux. Donc on s'est porté sur notre choix s'est porté sur Atmosud pour le caractère indépendant, l'agrément du ministère et puis aussi la transparence des données qui seront produites et qui ont été produites lors de l'état 0 et qui seront produites en phase travaux. Donc pour la campagne d'état 0, pendant 1 an, Atmosud a déployé du coup le dispositif sur 8 points de mesure autour du site. J'ai vu qu'il était projeté à l'écran. Donc on avait mesure des particules en suspension, particules sédimentales avec 9 jojowen et puis on faisait les concentrations en métaux. Ça a permis d'objectiver un peu la situation actuelle qui est plutôt maîtrisée et on n'a pas de dépassement de valeurs réglementaires. Pour le programme de surveillance pendant les travaux, le choix a été fait par Atmosud de déployer en complément du dispositif initial 8 microstations, dont un microcapteur mobile. Nous, on voit un grand intérêt puisque en fait, ça permettra un suivi quotidien en temps réel de l'évolution de la qualité de l'air, une validation de l'efficacité des mesures de mitigation en quasi temps réel avec les microcapteurs, et puis aussi une agilité pour nous et une vraie réactivité plus accrue, le cas échéant, avec des ajustements ciblés. On pourra faire des renforcements ponctuels. Et puis aussi avoir un retour d'expérience sur certaines phases de travaux, ou des travaux qui seraient plus générateurs de poussière. Et puis aussi par rapport à l'espace et à l'environnement, peut-être qu'il y a des secteurs qui seront peut-être plus influencés ou influençables. Donc voilà, c'est cette agilité-là qui est très intéressante. Et pour le bénéfice attendu vis-à-vis des riverains, en fait, on sait qu'on va améliorer au cours des travaux la gestion de ces poussières avec ces données journalières.
Et puis, on va renforcer aussi la confiance avec du coup, les riverains qui sont relativement inquiets, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas difficilement maîtrisable. On entend beaucoup parler, c'est très anxiogène, ces problèmes de qualité de l'air. Et du coup, ça permet pour nous de montrer qu'on essaye d'être respectueux et de considérer ces problématiques-là avec des vraies données robustes. On sait qu'il y a des interprétations avec des corrections sur ces mesures-là. On part avec un opérateur qui nous donnera des données qui sont robustes et disponibles. Donc les gens pourront être rassurés et voir que du coup tout ça, en tout cas on a tenu compte de leur inquiétude et qu'on a bien pris en compte les enjeux vis-à-vis des riverains, enjeux de ces travaux. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Marie-Odile. On va passer à cette étape de questions justement. J'espère que vous nous entendez bien à distance. Merci pour ce témoignage aussi qui montre un autre usage des capteurs qui va être vraiment l'usage de la donnée en temps réel pour pouvoir conditionner finalement des actions en fonction des mesures qui vont être faites si c'est nécessaire et de compléter les actions de mitigation qui sont proposées déjà dans le cadre de ce projet. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je crois que on a déjà une question là-bas. Je te laisse te lever et te présenter. Ou une remarque. Attention parce que c'est fort. Oui, bonjour à tous. Victor Hugo Espinosa, président de l'association Les Rémois. Et peut-être je vais dire rapidement, comme on est en train de parler des capteurs, 4 petites choses. La première chose, qu'on a commencé avec la pédagogie avec Atmosud depuis déjà plus de 15 ans. Petit à petit, ces capteurs ont commencé à se créer à l'initiative d'Atmosud, mais il faut bien reconnaître aussi qu'Atmo France, tout le monde partageait un peu tous ces côtés scientifiques. On pourrait dire que c'est un capteur français. Je vous l'expliquerai pourquoi. Deuxième chose, il y a un côté économique. S'il n'y a pas eu la région qui a participé un petit peu à tout ça, les programmes européens DIAMS qui a participé aussi, et l'État aussi, d'une certaine façon, avec tous ces budgets scientifiques, on ne serait pas là. Après, on a beaucoup testé dans les écoles, on a vu, on a filmé avec les enfants. Il y a un côté pédagogique qui est très intéressant parce qu'il fait ouvrir les fenêtres pendant le Covid à 800 ppm, il fait ouvrir les fenêtres aussi à 1500, etc. Déjà, on a parlé de ça, mais je vous dis que le côté pédagogique est très important parce qu'il crée le côté aussi confiance. Ce qui est en train de passer ici, c'est aussi dire, je vous donne le capteur, je vous fais confiance. Et ça, c'est très important pour Atmosud. Après, il y a aussi quelque chose que je vais vous dire, on a un rendez-vous avec l'équipe de la ministre de l'écologie que j'avais rencontré pour le COP. On a un rendez-vous dans 2 semaines avec Pierre Charles et Dominique et quelqu'un de Atmo Hauts-de-France. On a un rendez-vous pourquoi? Pour 4 petits points, qui sont importants à vous le dire. Les premiers points, c'était pour les Rémois, pour les partager, au lieu de faire la guerre, faire des petits produits, faire des produits plutôt que sont partagés, que c'était la vocation d'Atmosud, c'était la vocation aussi de la région, qu'on a partagé. Tout ce qu'on fait, on le partage avec les pays pauvres, dans le monde entier. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, les capteurs. On a écrit une lettre, et c'est là qu'il y a le côté Atmosud, dans laquelle ces capteurs, il y a aussi des petits guéguerres. Je vais mettre un capteur, je vais vendre des capteurs. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qui est le plus avancé au niveau national, c'était le capteur d'Atmosud, pour le dire clairement. Et ces capteurs d'Atmosud sont en train d'être aussi partagés avec d'autres régions, signifie qu'on peut aller tôt ou tard avec un capteur uniforme. D'ailleurs, la ministre, actuellement, il y a le capteur parce qu'on l'a envoyé depuis à peu près un mois. Il a ce capteur dans son bureau parce qu'il me l'avait demandé. Je l'ai envoyé ce capteur. Donc, c'est le côté politique de la chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ce capteur? Il y a 3 choses qu'il faut dire. Première, on avait 20 millions d'euros qu'un ministre avait donné pour répartir les capteurs en France. Et finalement, on se trouvait avec des capteurs qui étaient des capteurs, on peut dire, des écoles sans capteur. Donc, l'idée d'avoir un capteur par école, c'était nécessaire. J'ai divisé 20 millions d'euros par ce qui coûte un capteur et on pouvait équiper tous les établissements scolaires de France avec 20 millions d'euros, avec une politique plus équitable. Et je finirai pour dire aussi que la formation pour nous, avec Dominique et avec Berchal, on va insister sur le côté formation parce que sans formation, sans éducation, on ne va pas loin, on ne sert pas à grand-chose. Donc, pour finir, je dirais que pour la COP 30,
on sera là avec ces capteurs, mais nous, on ne vend rien du tout. On partage avec les pays parce qu'un capteur dans les pays africains fait qu'ils commencent à mesurer dans l'école. Après, quand on a mesuré dans l'école, on va faire de la cartographie. Une fois qu'on a fait la cartographie, grâce à vous tous, parce qu'on va apprendre de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qui va passer? On va avoir besoin d'Atmosud, on va avoir besoin de la France pour faire une coopération équitable parce que la pollution de l'air se déplace, vous le savez très bien. Donc, c'est pour ça que ces capteurs, c'est une très, très, très bonne chose. Merci, et je compléterai en disant aussi que grâce à la fédération, on a travaillé ensemble avec ces capteurs, on a créé le module L'air de ma classe sur la base de ces capteurs justement. Et donc aujourd'hui, les professeurs peuvent télécharger gratuitement sur le site de la fédération et d'Atmosud le module L'air de ma classe en utilisant ce microcapteur. Donc ça rejoint aussi le projet dans la Roya. Jean-Pierre, tu voulais... Attendez, Jean-Pierre, tu voulais intervenir juste pour démontrer une utilisation de ton capteur sur ton territoire où tu montrais finalement qu'on voyait certaines choses particulières. Oui, merci. Alors rapidement, contrairement à nos habitudes, puisqu'on installe les capteurs sur des spots qui en valent la peine, là on a installé un capteur à Plan de Cuques parce qu'il n'y avait pas de capteur dans la zone. Et on s'est dit, tiens, on va mesurer à tout hasard. C'est un capteur qui a été installé donc en avril 2024. Il est situé dans une zone pavillonnaire dispersée avec des vignes et de la végétation autour. Il n'y a absolument pas de circulation automobile. Donc on peut voir toute la partie été, donc d'avril à septembre, début octobre. On peut voir qu'on est largement en dessous des 20 microgrammes. Par contre, à notre grand étonnement, pendant la période de chauffe, donc vous voyez les deux traits rouges qui délimitent, on a une augmentation énorme de la pollution qui est bien due donc au chauffage, puisqu'il n'y a pas plus de circulation l'hiver que l'été là-bas. Voilà, c'était un petit point qu'on voulait noter, parce que le chauffage bois, comme on le sait et comme on s'y attaque régulièrement, est très polluant. Donc tout ça pour dire que les micro-stations d'Atmosud, malgré leur petite taille, font leur part, comme l'avait si bien rappelé Pierre Rabhi. Chacun peut agir à son échelle. Les micro-stations le font au-delà de leur petite taille.